Bonjour et bienvenue à tous et à toutes à ce premier webinaire Altamedia qui fait partie d'une série de 3 webinaires qui sont consacrés au pilotage de la relation client. Et ce premier opus, entre guillemets, sera consacré entièrement aux enquêtes avec les 3 étapes clés pour les enquêtes. On va encore attendre peut-être juste 30 secondes pour que je vois les au fur et à mesure. En attendant, je vais peut-être vous expliquer le fonctionnement pour ceux qui utilisent peut-être cette plateforme pour la première fois. Vous voyez surtout le module de droite, hein, c'est celui qui sera le plus important. Il y a un module chat qui est surtout pour se dire bonjour. Donc là, vous pouvez le tester, vous pouvez nous dire d'où vous venez, par exemple, bonjour de Lausanne, de Genève ou d'ailleurs. Voilà, donc je vois effectivement bonjour Benoît. Jennifer, qui m'accompagne et que je présenterai rapidement tout à l'heure, est la modératrice, donc elle pourra aussi vous aider. Vous voyez ensuite l'onglet questions. Donc, l'onglet questions, c'est là où vous pouvez vraiment poser vos questions au fur et à mesure du webinaire. J'y répondrai plutôt à la fin du webinaire parce que techniquement, c'est pas forcément évident de faire les allers-retours. Et bonjour à Biarritz aussi, je vois des gens qui viennent de plus loin. Et puis, sondage, vous verrez, c'est un petit sondage qu'on lancera tout à l'heure puisque, vu qu'on parle du thème, il faudra quand même s'y intéresser. Donc, d'un point de vue technique, c'est ça. Si vous avez des problèmes techniques, sous l'onglet questions, vous avez également des choses qui peuvent vous aider à tester votre connectivité, votre micro. Et j'espère que vous m'entendez bien, surtout, c'est la première question que j'aurais dû poser. Mais je pense que si vous réagissez en disant bonjour, c'est que c'est bon. Voilà. Donc, je vous propose de pouvoir commencer. Comment ça va s'organiser? Concrètement, c'est une présentation assez rapide, hein, vraiment 25-30 minutes, qu'on puisse ensuite passer du temps ensemble pour échanger sur les questions. Et pour ceux qui le souhaitent, le PDF sera disponible à la demande. On n'a pas voulu le mettre tout de suite pour que vous restiez attentifs, mais évidemment que tous ceux qui sont là pourront le voir. Et dès la fin de ce webinaire, vous recevrez également un message qui vous dira que vous pouvez revoir ou le transmettre, hein, ce webinaire en replay. Donc, je vais tout de suite partager la présentation. J'espère que tout marche bien. Visiblement, oui. Donc, le thème du jour, développer votre écoute client et collaborateur. Comme je vous l'ai dit, ça s'inscrit dans un cadre plus large, qui est un cycle de webinaire. Donc, il est encore temps de s'inscrire pour les 2 autres, même si vous n'êtes pas disponible à ces jours et à ces heures-là, puisque ça vous permet d'avoir comme ça l'accès en replay et que vous pouvez regarder quand vous le souhaitez, à 5 heures du matin, à 23 heures lors de vos insomnies, enfin, quand vous le voulez. Mais en tout cas, si vous êtes pris le 26 mai à 11 heures et que le sujet de la vente vous intéresse, vous pouvez déjà vous inscrire. Voilà. Très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, présenter Altamedia, mais vraiment en 2 minutes. J'ai la chance d'avoir créé Altamedia il y a 17 ans maintenant, après 7 ans passés au sein de Ringier, donc l'éditeur. J'y reviendrai un petit peu puisque j'ai eu la chance de commencer mes premières enquêtes à ce moment-là. Et nous sommes un spécialiste et nous sommes le partenaire de votre relation client. Nous intervenons sur 3 sujets, formation, enquête et accompagnement. Et plus largement, pour les gens qui souhaitent connaître la qualité de leur relation client, et c'est un des thèmes du jour, donc j'y reviendrai, on peut analyser des interactions clients réelles, des enregistrements, des emails, procéder à des clients mystères ou réaliser des enquêtes satisfaction. Pour les gens qui souhaitent améliorer leur relation client, nous pouvons les aider soit en tant que formation, avec des formations ou des accompagnements du conseil, que ce soit en termes de qualité de l'accueil ou de service client, par exemple. D'ailleurs, le 3e webinaire sera consacré à ça. Hein, donc, pour ceux qui ont un service client, ou si vous connaissez des gens dans votre entreprise qui sont en charge du service client, eh bien, le 3e webinaire sera entièrement consacré à comment mesurer la qualité de son service client et comment améliorer. Et puis enfin, pour ceux qui souhaitent avoir plus de clients, donc ça sera le thème du 2e webinaire qui aura lieu mardi prochain, toujours à 11 heures. Eh bien, chez Altamedia, nous avons des formations et du conseil pour tout ce qui est vente orientée client. Et puis, depuis 5 ans, maintenant, une nouvelle activité d'accompagnement. Autrement dit, nous réalisons des appels. On fait aussi des choses sur LinkedIn pour certains de nos clients qui nous confient cette tâche. Et ça peut être aussi bien la Chambre vaudoise de commerce, trouver des sponsors pour un club de hockey ou aider au développement de l'efficience énergétique. Je n'en dis pas plus sur Altamedia parce que vous n'êtes pas là pour ça. Donc, on va attaquer tout de suite ce webinaire sur l'écoute. Une citation au départ, c'est toujours bien. Et ça me permet aussi de préciser que
Je n'aurais pas pu faire ce webinaire sans Jennifer Montiton, qui est la responsable des enquêtes chez nous. J'y reviendrai et je suis persuadé que la prochaine fois, ce sera elle qui animera. Alors peut-être pas mardi prochain, mais lors des séminaires qui viendront. Et si vous êtes d'accord avec moi, continuez à voter oui pour Jennifer en webinaire. En plus, ça fait un bon slogan. Donc c'est toujours bien de mettre une petite un petit texte comme ça, une citation, pardon, au début. Et c'est vrai que l'écoute est un sujet important, hein, parce que pour pouvoir s'améliorer, il faut se mesurer. Pour se mesurer, il faut pouvoir écouter aussi. Et quelque chose qui est peut-être un tout petit peu moins sexy et historique que Léonard de Vinci, mesurer la satisfaction de ses clients et notamment procéder à des enquêtes, ça peut être une obligation légale, entre guillemets légale, si vous avez dans votre entreprise des normes ISO, notamment la 9001-2015, qui vous oblige à régulièrement prendre le pouls de votre relation client. Donc voilà, ça c'est, on peut le faire par plaisir, mais on peut aussi le faire par obligation administrative. Alors comment est-ce qu'on peut écouter ses clients et ses collaborateurs? Il y a 3 grands domaines, hein, puisque là on va se focaliser sur l'enquête, mais c'est important de ne pas oublier les 2 autres. L'analyse de données internes. Je suis surpris de voir des sociétés qui s'engagent dans des enquêtes assez longues et coûteuses, alors qu'il y a déjà pas mal d'informations à glaner au sein de son entreprise, notamment les réclamations reçues. Est-ce qu'il y a un vrai process pour traiter les réclamations, les stocker quelque part, avoir une base de connaissances pour répondre à ces réclamations, les remontées de ces commerciaux, de ces vendeurs, qui ont énormément de choses à dire, et puis le service client, alors là c'est encore mieux, hein. Je connais des entreprises qui reçoivent jusqu'à 600, 700 appels par jour et qui ne font rien, finalement, des motifs d'appel ou des choses qui ont déclenché finalement le contact du client. C'est dommage, puisque là, vous avez déjà beaucoup d'informations qui peuvent aider à améliorer votre relation client. Deuxième grande source, l'analyse de données externes. Depuis quelques années, la mode est d'appeler ça la voix du client. Mais on trouve beaucoup de choses, effectivement, qui se disent sur vous, sur Google, dans les forums, sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai un ami qui travaille dans ce domaine, hein, en l'occurrence chez Netino, qui est un spécialiste de tout ce qui est veille sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois qu'une entreprise lui disait non, mais on ne sait pas si on a envie d'être sur les réseaux sociaux, sur Twitter, il revenait 15 jours plus tard avec un blog d'une 15aine de pages en disant mais en fait, vous y êtes déjà, voilà tout ce qui s'est dit sur votre marque dans les 15 derniers jours. Donc, la seule question à se poser, c'est est-ce que je veux y répondre ou pas. Et enfin, le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, les enquêtes. Alors, c'est vrai que nous, on a le petit biais, on a tendance à transformer enquête par enquête de satisfaction. Évidemment qu'il existe d'autres types d'enquêtes, des enquêtes de notoriété, des enquêtes d'image, notoriété spontanée, assistée. Voilà. Nous, c'est vrai que, ne m'en veuillez pas, mais probablement je prendrai plus des exemples d'enquêtes de satisfaction tout au long de cette matinée. Alors, les 3 étapes clés, vous vous en doutiez, hein, on ne va pas être très original là-dessus. On est toujours dans du avant, pendant, après. D'abord, préparation, conception de l'enquête. Ensuite, tout ce qui est diffusion de l'enquête et collecte des réponses. Et enfin, et souvent la plus oubliée, analyse des réponses et présentation des résultats. On y reviendra. On l'a vécu aussi, hein, que ce soit chez Ringier ou chez Altamedia. C'est parfois dommage quand même de déclencher une enquête entière et puis finalement les résultats restent au fond d'un tiroir pendant quelques semaines et personne ne sait vraiment ce qui s'est passé ou ce qu'il s'est dit. Puis surtout, on n'en fait rien. C'est la fameuse photographie. Et s'il n'y a pas d'action derrière, c'est quand même un peu dommage. On commence par le commencement. L'étape 1, préparation et conception de l'enquête. Il faut d'abord se poser les bonnes questions pour pouvoir définir ses objectifs en fonction des problématiques rencontrées. Là aussi, je ne vais pas être très original, hein. Je suis un fan de Simon Sinek, Simon Sinek. Et un de mes livres favoris reste quand même le Start with Why. Donc, quel est l'objectif? Qu'est-ce que j'aimerais savoir? Est-ce que je procède à une enquête générale? Autrement dit, ce qu'on appelle une enquête à froid, souvent, type une fois tous les 6 mois ou par an. Je me demande comment vont mes clients, comment vont mes collaborateurs, ou est-ce que c'est suite à une étape du parcours client? Par exemple, suite à un achat, suite à un contact avec le service après-vente. Du point de vue collaborateur, ça pourrait être aussi suite à quelque chose de particulier. En ce moment, nous réalisons une enquête, par exemple, pour une administration, suite à la mise en place de télétravail de manière massive. C'est comment les personnes, les collaborateurs ont apprécié d'utiliser tel ou tel outil. Et là aussi, on y reviendra parce que les réponses qu'on donne à un institut ne sont pas forcément les mêmes que celles qu'on donne à son manager. Mais là aussi, on y reviendra parce que c'est important de savoir qui pose les questions à qui.
Quelle est ma cible? Est-ce que ce sont tous mes clients, tous mes collaborateurs? Est-ce que c'est un échantillon? Est-ce que c'est sur un secteur d'activité particulier? Si je suis dans un cycle dans un domaine où les ventes sont assez cycliques, type opérateur télécom, fitness, abonnement magazine ou autre, ça peut être intéressant aussi de se servir d'une enquête pour déjà en faire un acte de fidélisation et de rétention. C'est-à-dire que sur les cibles que j'ai identifiées qui sont sensibles peut-être à se désabonner d'ici au mois d'août, eh bien, je vais procéder à une enquête 3 ou 4 mois avant qui fait aussi office finalement d'acte de fidélisation et d'anti-churn, pour parler en bon français. Donc, autrement dit, de rétention. Et en fonction de ma cible, comment est-ce que je peux contacter ces personnes pour administrer l'enquête? Parce que là aussi, nous, on a des fois des sociétés qui viennent nous voir et qui nous disent « Ah, on adorerait faire une enquête par email ». Puis on creuse et on s'aperçoit qu'ils n'ont pas les emails de leurs clients. Parce que c'est un service client, ça nous est arrivé chez un horloger, donc on peut en parler clairement, où voilà, il était prévu de faire une enquête par email, sauf qu'on s'est aperçu, mais peut-être 3 jours avant de lancer l'enquête, qu'on n'avait pas ces données-là. Et donc tout a été retardé de 2 ou 3 mois, parce que tout ce qu'ils avaient, c'était le nom, le prénom de la personne, le numéro de téléphone éventuellement qu'ils avaient utilisé pour contacter le service client, mais pas l'email. Donc ça, c'est un sujet aussi qui peut être important. Et puis enfin, quelle est la périodicité? Autrement dit, est-ce que c'est une seule fois? Est-ce que c'est tous les 3 mois? Est-ce que c'est suite à chaque contact avec le service client? Ça aussi, ça peut être des enquêtes beaucoup plus courtes, mais à chaque fois que je vais faire changer mes pneus, ou à chaque fois que je contacte un service interne, ma hotline dans une grande banque privée, eh bien, je vais peut-être déclencher une enquête. Le petit conseil, parce qu'on va être là pour être aussi très pratique et très pragmatique, c'est de commencer par la fin. Alors évidemment, ça, on ne le dirait pas dans les cours que Jennifer peut animer à l'IMSG ou dans un livre, mais on est aussi là pour donner des trucs de pro, des trucs pratiques. C'est quand vous créez vos questions, imaginez déjà les réponses types que vous pourriez. Et si vous vous apercevez que finalement, ça n'amène pas grand-chose à part donner encore plus de corps au questionnaire et du coup avoir encore moins de chances que les gens y répondent, ça vaut peut-être la peine de le resserrer et de se contenter des questions qui vous amènent vraiment quelque chose sur lesquelles vous allez pouvoir agir. Si votre objectif, évidemment, est d'améliorer un service X ou Y. Encore sur l'étape 1, en ce qui concerne toujours la rédaction du questionnaire, avoir des questions simples. Donc, une idée égale une question. On voit trop souvent ce qu'on appelle des questions un peu valises, où on essaie de mettre plusieurs concepts en même temps. Et à la fin, quand on doit analyser les résultats, on s'aperçoit qu'on ne sait pas trop à quoi la personne a répondu, finalement. Et donc, c'est inutilisable. Il faut qu'elle soit neutre. Évidemment, je ne vais pas ici vous donner un cours de communication paraverbale, mais quand on reçoit des questions de la part de nos clients qui nous mandatent pour des enquêtes et qu'une des questions est ne trouvez pas fantastique que, j'exagère un petit peu, c'est pas à ce point-là, là, on peut dire que la communication paraverbale, le choix des mots est un tout petit peu biaisé, donc il faut rendre vos questions les plus neutres possibles, et puis les varier en termes de conception, en termes de type de réponse, questions à choix multiples, plusieurs réponses possibles, questions ouvertes, j'y reviendrai. Ensuite, avoir des modalités de réponse claires et équilibrées. Il y a 2 écoles, il y a plusieurs personnes, et nous, sur la plupart de nos réponses, on évite les chiffres impairs, généralement. Si on fait de 1 à 5, vous allez avoir ce qu'on appelle en politique le ventre mou ou le marais, c'est pas très joli, mais les gens qui ne savent pas se déclarer, qui vont se mettre en 3. Et ça, c'est pareil, c'est inutilisable. Donc, on préfère souvent avoir une échelle à 4, par exemple, possibilités, avec très insatisfait, insatisfait, satisfait ou très satisfait. Et puis, essayer aussi d'avoir quand même la possibilité de donner la possibilité aux personnes de ne pas répondre. J'ai un souvenir qu'on m'avait donné il y a plus de 30 ans pour les premières enquêtes que je délivrais. À l'époque, quand les gens faisaient des enquêtes en France pour savoir si vous aviez la télé, étant donné qu'il y avait un peu comme chez Bilag, ici, enfin maintenant c'est plus Bilag, mais la quête, voilà, eh bien la question, il y a toujours 2% de gens qui répondaient « je ne sais pas si j'ai la télé ou pas ». Ou « avez-vous des enfants ?» Il y a toujours 2% de gens qui disent « je ne sais pas si j'ai des enfants ». Donc c'est assez étonnant, mais voilà, il faut en tout cas offrir cette possibilité de « je ne veux pas répondre à cette question » ou « je ne sais pas » ou « je n'ai pas utilisé ce service ». Alors, lorsque vous êtes dans un hôtel, on ne va pas vous obliger à noter le petit déjeuner si vous ne l'avez pas pris. Et puis, là, on a été gentil, on a dit une question ouverte.
je pense que la vraie richesse d'une enquête, c'est quand même les réponses ouvertes, sachant quand même que il y a une tendance assez lourde. Les gens répondent à des questionnaires, mais on leur demande un NPS, recommanderiez-vous cette entreprise à un de vos amis, etc. Il y a des gens qui mettent 2 sur 10, et quand on met un pop-up, une fenêtre qui s'affiche en disant « Ok, alors vous avez mis 2, mais pourquoi est-ce que vous avez mis 2 ?» Il y a quand même pas mal de gens qui ne répondent pas. Donc là, on y reviendra tout à l'heure dans le choix des canaux, ça peut être intéressant de mixer les canaux, de ne pas faire que du self, pas faire en sorte que les gens répondent toujours par eux-mêmes, mais des fois avoir de l'accompagner, que ce soit en face à face ou en téléphone, permet aussi d'avoir un peu plus de verbatim. Le verbatim, c'est ce qu'on appelle donc les réponses à ces questions ouvertes du texte qu'on va pouvoir analyser. Alors, soit si c'est des enquêtes de masse avec plusieurs milliers de réponses, on va pouvoir utiliser des outils d'analyse sémantique. Ça, on y reviendra dans l'analyse. Sinon, ça peut aussi être plus simplement quelqu'un qui vous dit j'ai voulu aller à mon agence de banque mardi. Normalement, ça ouvrait à 8h30. Il était 8h40, il n'y avait toujours personne. Bon, ben là, ça peut déclencher aussi quelque chose de beaucoup plus pratico-pratique, comme on dit. Quelques éléments ici que vous voyez sur le scotch qui sont à prendre en compte également. Quelle est la longueur de votre questionnaire? Ça va aussi déterminer le coût, si vous le confiez à un prestataire externe, notamment au téléphone, donc le budget. La longueur, ça peut aussi faire peur. On s'est tous fait avoir par quelqu'un qui vous appelle à la maison, qui vous dit que ça va durer 10 minutes, et puis au bout de 20 minutes, on y est toujours. Est-ce qu'il est rapide d'obtenir les résultats? Autrement dit, est-ce que je fais une campagne, c'est sur 1 mois, c'est sur 2 jours? Et puis les types de questions, évidemment, plus vous mettez des questions ouvertes, plus le questionnaire va être long, plus le budget aussi va être long, y compris dans les analyses. Là aussi, on y reviendra dans la partie analyse. Une fois de plus, vous avez probablement des questions sur cette étape 1. N'hésitez pas à déjà les poser à l'intérieur du fil, et on y reviendra vraiment à la fin, vers 11h30. Deuxième grande étape, diffusion de l'enquête et collecte des réponses. Alors, j'ai lancé justement un sondage. On va faire ce qu'on appelle une mise en abîme en bon... hop, si j'arrive, évidemment. Voilà. Je vais lancer le sondage et vous allez me dire si tout marche bien. Je vais vous demander quel canal ou quel canal vous préférez pour utiliser pour répondre à une enquête. Donc, vous avez plusieurs réponses possibles. Donc, j'ajoute le sondage. Alors, est-ce que vous le voyez ou est-ce que moi je le vois plus du tout? Donc, ça me fait un petit peu peur. Mais vous le voyez apparemment. Donc, voilà. Et je vous invite à répondre. OK. Alors, visiblement, on a eu un petit souci sur le sondage, je ne sais pas. Hop, je vais faire comme ça. Et là, normalement... Alors, est-ce que vous le voyez maintenant apparaître ou pas? Toujours pas. Bon, c'est les joies du direct. Je vais revoir en tout cas, encore. Si, c'est bon? OK. Donc, n'hésitez pas à répondre. Il y a plusieurs réponses possibles. Donc, allez-y. Vous voyez normalement le sondage apparaître sur votre droite. Il y a le petit, il y a entre chat, questions, et vous voyez sondage juste après. Ah, voilà. Merci. Je vois que ça s'anime. C'est ma faute. Donc, il y a un petit problème technique. C'est vrai que c'est notre premier webinaire. Donc, voilà. Est-ce que vous voyez les résultats s'afficher en même temps? Répondez-moi juste dans le chat, peut-être. Ou si je dois voir quelque chose. Ok, super. Donc, je vois que vous voyez aussi les résultats. Alors, évidemment, ce n'est pas forcément représentatif, on ne va pas en tirer grande chose, mais on voit quand même que l'email, ça continue. Vous êtes sympa avec moi, il n'y a personne qui a mis encore « je ne réponds jamais aux enquêtes ». On s'était dit, on va quand même essayer d'appliquer ce qui se passe ici. Et puis, le courrier, c'est marrant, parce que dans certains domaines, on utilise encore pas mal, mais visiblement, pas vous. Donc, alors, merci d'avoir participé. Je reviens ici sur la présentation. Ceci dit, alors là, évidemment, on l'a fait pour s'amuser, pour que vous puissiez répondre. Attention entre le déclaratif, entre ce que les gens disent et ce qu'ils font vraiment. Ce serait dommage de vous priver d'un canal parce que les gens disent uniquement « Ah non, moi, je réponds jamais par SMS ». Puis tout à coup, on s'aperçoit que les seniors, par exemple, alors que normalement, ils ne le font soi-disant pas, répondent pas mal par le canal SMS. Donc,
Voilà. À partir du moment où ce n'est pas intrusif, faut voir. Donc, ça peut être du face-à-face. C'est vrai qu'on en voit de moins en moins aussi parce que c'est de plus en plus cher, mais voilà. Du téléphone, de l'email, du courrier, de la borne, du SMS. Et également, évidemment, les fameuses bornes. Alors, attention à ne pas succomber, on va dire, ou à tomber dans le piège de la mode. Hein. Il y a des terminaux ou des canaux qui sont à la mode. J'ai souvenir, par exemple, d'une administration, il y a 2 ou 3 ans, une administration publique romande, qui me demandait mon avis sur le fait de mettre une borne de feedback à l'accueil. Et bon, vu que je les connaissais bien, je me suis permis de les taquiner un peu en leur disant si c'est pour évaluer les toilettes, je suis super partant. Parce que là, vous avez du monitoring en temps réel. Vous avez tous vécu ça hein, dans les toilettes de l'aéroport de Genève, un peu moins en ce moment. On tape vert, orange, rouge. Là, c'est intéressant, je trouve, pour la société qui se trouve en charge du nettoyage, parce que si je vois l'orange ou le rouge monter, je peux déclencher quelque chose. Là, pour l'administration publique, on s'est posé les questions que j'ai signalées tout à l'heure. C'est-à-dire, quel est l'objectif ? Est-ce que si moi je fais partie de l'administration et que je ne donne pas la réponse espérée par le contribuable, par exemple, s'il s'agit des impôts, lorsque la personne va mettre un rouge, est-ce qu'il a mal noté la réponse qu'on lui a donnée ? Peut-être que le collaborateur a été très bon, il a fait un grand sourire, sauf qu'il a fait appliquer la procédure. Et là, il faut juste faire attention, hein, puisque vous voyez que le canal utilisé peut avoir une influence à la fois sur les résultats, mais aussi sur l'utilisation qu'on va faire des résultats. J'ai souvenir d'un opérateur télécom en Suisse qui, à la suite de chaque contact avec service client, envoyait un SMS en disant « Êtes-vous satisfait par la réponse donnée ?» Il y a plein de gens qui disaient non, simplement parce qu'on ne leur avait pas offert les 3 mois gratuits qu'ils espéraient, alors que le collaborateur avait été charmant, avec du sourire, avait une bonne écoute, et son salaire était impacté par cette réponse. Donc là, il y avait un vrai souci dont on a parlé à l'époque avec cet opérateur et qu'on a pu supprimer. Évidemment, le choix va varier selon la cible. À qui est-ce que vous adressez on travaille par exemple pour une entreprise qui est active dans le domaine médical. L'an dernier, je pense que à peu près 70 à 80% des réponses étaient encore faites par papier. Et donc les gens, lorsqu'ils vont faire une prise de sang, par exemple, ils aiment bien cocher encore. Et donc nous, on avait tout un travail pour récupérer tous ces papiers. Donc ça existe encore. Hein. Ne pensez pas que c'est complètement mort. Quels sont vos objectifs ? Quel est le budget, évidemment ? Parce que c'est super de parler de bornes, mais si je dois tout à coup les distribuer sur 300 points de vente, alors là aussi, il faut être malin. Est-ce que j'ai besoin vraiment d'avoir une unité de temps ou est-ce que je peux faire tourner la borne au sein de plusieurs points de vente, plusieurs accueils ? Est-ce que j'ai besoin de l'avoir en permanence toute l'année ou est-ce que je peux peut-être la louer auprès d'un prestataire qui va la mettre à disposition pendant un mois ? Ça aussi, c'est possible. Je sais qu'il y a des prestataires dans la salle, donc vous pourrez vous adresser à eux ou à nous, évidemment. L'étape 3, pour finir, puisque je vois qu'on est à peu près dans le timing. Alors, il y a plusieurs données, hein, évidemment, qu'on peut interpréter. Alors, peut-être juste pour revenir à l'étape 2, parce que c'est évidemment une question qu'on nous pose, et ça pourrait même être l'étape 1, c'est on voit beaucoup de gens nous demander « Ah, mais quel outil tu utilises ?» Au sens l'outil de sondage, hein, l'outil d'enquête. Je dirais presque que c'est la question qu'on devrait se poser à la fin, alors que les gens se la posent en premier. C'est une fois que vous avez défini quel est votre objectif, ce que vous voulez faire, est-ce que ça va être plusieurs fois dans l'année, est-ce que vous avez traité un nombre de données importantes, ou c'est une fois 20 questionnaires ou autre, bah oui, évidemment que vous avez des outils aujourd'hui gratuits. Bon, souvenez-vous toujours hein, que quand c'est gratuit, c'est vous le produit, donc ayez toujours ça en tête quand même. Et puis il y a des outils gratuits qui tout à coup ouvrent des versions freemium, donc gratuites, mais qui, dès que vous voulez faire une petite analyse un peu plus sympa, hop, faut passer en premium et les prix sont pas toujours les mêmes. Je vous incite également à regarder si la question de la protection des données est importante pour vous. Elle devrait l'être pour tout le monde, donc a priori oui. Chez Altamedia, on utilise un outil professionnel parce qu'on est sûr à 100% qu'elle respecte le RGPD. Est-ce que c'est le cas de tous les logiciels gratuits mis à disposition? Où sont les données? Est-ce qu'elles sont stockées aux États-Unis, dans un pays extra-communautaire? Voilà, posez-vous la question parce que si vous le faites pour vous avec vos 10 clients, peut-être que ça passe. S'ils sont un peu susceptibles et qu'ils disent, mais en fait, toutes les réponses que je vous ai données, elles sont stockées où exactement et que c'est en Californie ou ailleurs, ça peut être un peu plus compliqué. Donc voilà, une fois de plus, c'est pas pour vous faire peur, juste prenez ça en compte dans le choix de vos outils. L'étape 3, analyse des réponses et présentation des résultats.
Alors évidemment, il y a l'analyse des données quantitatives. Il y a des indicateurs stars qui restent, ce qu'on appelle le CSAT, donc le niveau de satisfaction. Le NPS est très à la mode depuis 3-4 ans, même si de plus en plus de gens le remettent en cause. Le NPS, de quoi s'agit-il? C'est ce qu'on appelle le Net Promoter Score. Et c'est la fameuse question, recommanderiez-vous notre société auprès de X ou Y? Alors, les critiques qu'on peut entendre sur le NPS, elles sont assez fréquentes. C'est que vous avez de plus en plus de gens qui vous incitent à répondre 9 ou 10. Je crois que ça nous est tous arrivé lorsqu'on allait acheter une voiture ou changer nos pneus ou autre, avec le vendeur qui vous dit, au fait, si vous recevez une enquête, pensez bien à me noter 9 ou 10, parce qu'en plus, mon salaire est impacté. Donc, et vu qu'on aime bien le vendeur, parce qu'on a fait 2-3 essais avec lui et tout, c'est vrai qu'on a tendance à répondre ça, simplement parce que on n'aura pas le temps d'expliquer l'ensemble du système NPS ici, mais seuls les 9 et 10 sont considérés comme ambassadeurs et donc ont une influence très très forte. Là aussi, dans l'analyse des données, le NPS, ce qu'on appelle les ambassadeurs, donc les gens qui notent 9 ou 10, on va en trouver beaucoup plus dans le canton du Valais ou en Allemagne, si je prends un niveau international, qu'à Genève ou en France. Un Français ou un Genevois qui est content, il va noter facilement 7, 8. Et là, c'est dommage parce que c'est un score complètement neutre quand on doit calculer le NPS, alors qu'au contraire, un Valaisan ou un Allemand, quand il est content, il va mettre facilement 10. Or, ça pose pas de problème en soi, si vous vous contentez d'analyser votre centre ou bien votre clinique dentaire, par exemple, de tel ou tel domaine. C'est plus compliqué lorsqu'on commence à comparer les centres entre eux. On se dit, tiens, le Valais, il a un net promoter score qui est nettement supérieur à celui de Genève. Il faudrait aussi comparer avec le score moyen qu'on a à Genève en NPS. Une fois de plus, je ne fais pas de l'anti-genevois, nos bureaux sont à Carouge, donc voilà, mais c'est vrai qu'on est peut-être un petit peu plus difficile dans la notation. Et puis le CES, ça c'est vrai que c'est un score qui est un peu plus relation client, mais que nous on aime bien, c'est le Customer Effort Score, c'est-à-dire quelle sensation de facilité ou au contraire d'effort a ressenti le client pour pouvoir, par exemple, réclamer à propos de son billet EasyJet. Je crois que c'est dans l'actualité depuis quelque temps, ou au contraire, j'ai trouvé ça super simple de pouvoir parler, moi, à l'administration durant ces semaines qui viennent de passer. Deuxième thème, l'analyse des données qualitatives. Lorsque vous avez fait des questions ouvertes, il y a des commentaires, il y a les autres aussi qui peuvent donner lieu à des verbatims. Là, ça peut être du verbatim si vous avez peu de réponses simplement à la volée, c'est-à-dire au fur et à mesure. Mais lorsque vous passez à plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de réponses, là, il peut être intéressant, et plusieurs langues. Nous, on travaille par exemple avec donc une entreprise où on travaille en plus de 9 langues. Je regarde Jennifer en même temps parce que j'ai toujours un doute sur le chiffre. Donc pour toute l'Europe, là, c'est important d'avoir des outils puisque ça va être très difficile pour moi et même pour le reste des collaborateurs de l'Altamedia d'analyser ce qui s'est dit en norvégien ou en portugais. Donc là, ces outils permettent de le faire. On a de plus en plus d'outils d'intelligence artificielle qui viennent se mêler aux analyses sémantiques. Ça devient super intéressant. On est en plein là-dedans. On pourra vous en parler plus en septembre, mais c'est vrai qu'on va aussi intégrer plusieurs outils d'intelligence artificielle dans tout ce qui touche à la relation client. Et puis évidemment, croiser les données. Je trouve parfois un peu dommage d'avoir mis tout un questionnaire en place et puis d'avoir simplement les résultats à plat. Autrement dit, les réponses à chaque fois, oui, non, voilà. Alors qu'on a par ailleurs récupéré d'autres données, soit parce qu'on les avait importées dans le questionnaire, c'est un client qui est là depuis plus de 5 ans, ou c'est quelqu'un qui habite Genève, ou tel pays. Et l'intérêt, c'est aussi de pouvoir croiser les données. Attention, quand je dis les données importées, une fois de plus, toujours attention à la RGPD, rendre anonymes les résultats. Et puis, il y a aussi quand même un aspect qui est important et qu'on pourrait même intégrer au tout début, c'est de prévoir déjà le process. Autrement dit, je vous prends un exemple concret. On a travaillé pour une régie immobilière et puis tout à coup, on s'aperçoit dans les données qualitatives questions ouvertes qu'il y a des gens qui profitent du sondage pour émettre une réclamation. Et là, on a promis, nous, au départ, que c'était Altamedia qui faisait cette enquête et pas la régie immobilière. Et donc, on a promis une anonymisation des résultats. Donc là, il faut prévoir le process en amont, c'est-à-dire avant même le questionnaire, pour prévoir lorsque quelqu'un dit quelque chose, bien de prévoir, de dire, voilà, vous avez dit quelque chose, cité la régie en question, est-ce que vous êtes OK pour qu'on transmette vos coordonnées et votre commentaire à la régie pour qu'elle prenne contact avec vous? Une enquête, ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi un outil d'absorption de voix du client, de réclamation client,
pour pouvoir rapidement eh bien, réagir. Sauf qu'il faut le prévoir avant, sinon vous allez perdre du temps. Donc il faut prévoir déjà au sein de son questionnaire de dire, ok, est-ce que vous admettez, vous êtes d'accord avec le fait qu'on transmette vos données à l'hôtel en question ou à la régie immobilière, ou, etc., etc. Petit conseil, restez objectif. J'ai été très surpris quand je travaillais chez Ringier de voir des personnes en charge de tel ou tel magazine, lorsque les résultats ne leur convenaient pas, de dire, mais en fait, qui a choisi les gens qui ont répondu, ou peut-être que les questions étaient mal posées. Autrement dit, on fait une enquête, mais uniquement pour valider les choix qu'on a déjà fait avant. Non, lorsqu'on lance une enquête, il faut s'attendre aussi à obtenir des résultats qui ne sont pas forcément ceux qu'on attendait. Les gens n'aiment pas la mise en page du magazine, ils n'aiment pas l'écriture, ils n'aiment pas telle ou telle rubrique. Bah oui, c'est pour ça qu'on fait aussi des pilotes et des enquêtes. Alors là, c'est plutôt des enquêtes qualitatives en l'occurrence. C'est vrai que là, on s'est plutôt consacré aux enquêtes quanti, mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez utiliser. Et attention donc de ne pas tenter de faire dire aux enquêtes ce que vous désirez qu'elles disent. Parce que là aussi, en croisant les données, alors ça pour le coup, je le faisais déjà lorsque j'étais étudiant à l'Université de Genève, on peut à peu près aussi tout faire dire aux chiffres. Moi, je m'amusais à faire dire que les gens qui étaient droitiers votaient à gauche et ceux qui étaient gauchers votaient à droite, et avec des très bons taux de corrélation, des qui-de parfaits. Donc attention, même statistiquement, on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Donc à ce moment-là, comme dans n'importe quoi, tout ce que vous faites en matière de relations clients, toujours remonter au why, quel est votre objectif. Et puis enfin, diffuser les résultats et les faire vivre. Ok, on a appris qu'il y avait 70% de satisfaction, et alors et on connaît plein d'entreprises qui se contentent d'avoir un baromètre comme ça qui fait 70, 72, 68, 74. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est un petit peu dommage. Donc évidemment qu'on présente les résultats à l'équipe de pilotage, à la direction. Et comme je le disais en début d'intervention, malheureusement, ça s'arrête là. Et donc, le directeur marketing va ouvrir son grand tiroir, mettre l'enquête printemps 2020 dans son tiroir, et on ne la reverra plus jusqu'à l'automne pour pouvoir comparer. Ah, c'est bien, on a fait plus de, on a fait moins de. Alors évidemment, là, je parle des enquêtes. On vit la même chose avec les visites mystères ou les téléphones ou les emails mystères. Si on n'en fait rien, c'est dommage. Et si ça reste juste un baromètre avec des plus et des moins, au bout d'un moment, l'équipe va pas suivre. Donc justement, l'objectif, en tout cas, chez nous, ce qu'on fait chez Altamedia, c'est qu'on profite aussi de nos compétences en matière d'animation d'ateliers et de formation pour animer des petits groupes. Alors, vous pouvez le faire à l'interne, évidemment, mais en fonction des résultats, voilà, vous avez fait une enquête sur ce que pensent les clients de l'accueil au sein de votre entreprise. C'est quand même dommage que les personnes qui sont à l'accueil soient les dernières à connaître les résultats. Donc réunissons-les, non pas pour leur donner des bons points et des mauvais points, mais pour leur dire, voilà, ça, ce sont les résultats. Là, c'est super, continuez comme ça. Ici, vous voyez qu'il y a des points où on peut s'améliorer. Qu'est-ce que vous en pensez? Et hop, on déclenche un atelier en mode lean, en mode design thinking, toutes les méthodes que vous voulez, que ce soit d'ailleurs à distance ou en présentiel. Et puis, ça permet aussi des fois de retravailler le parcours client. Autrement dit, tiens, les gens, quand ils arrivent, ils sont pas contents parce que déjà, ils n'ont pas pu se garer facilement ou ils n'ont pas trouvé facilement. Ça veut dire que lorsque je vais retravailler le parcours client et que je vais indiquer à quelqu'un où se trouvent exactement nos bureaux, je vais déjà anticiper la problématique en disant « Ah, vous vous rendez dans nos bureaux de Cheseaux-sur-Lausanne, pensez bien que ce sont ceux qui sont à côté du McDonald's et pas les autres, et je vais me permettre de réserver une place de parking à votre nom, par exemple. » Là, je vais peut-être un peu loin, mais bon, voilà. En tout cas, ça permet de retravailler le parcours client. Et puis, ça peut être intéressant aussi d'avoir un tableau de bord. Donc nous, typiquement, c'est ce que nos clients aiment bien, c'est pas seulement d'avoir des résultats, mais d'avoir en tout temps les résultats, eux, à disposition, où ils peuvent bouger eux-mêmes. Et c'est super intéressant, si je reprends l'exemple des laboratoires, le responsable de la région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, en France, il peut tout à coup choisir les résultats qu'il y a eu à Dax entre, maintenant j'ai peur que Nouvelle-Aquitaine fasse partie de Dax ou pas, mais disons Bordeaux, comme ça je serais sûr, entre 2018 et 2020, et il va voir les résultats. Et ça leur permet, eux, d'avoir une grande autonomie, nous, de ne pas devoir en permanence travailler pour eux et donc les facturer, donc ça devient quelque chose d'intéressant. Et puis, pareil pour le responsable de la région d'Oslo en Norvège, qui va pouvoir lui-même choisir sur son tableau de bord les comparaisons qu'il souhaite faire. Une fois de plus, une enquête réussie, c'est ces trois étapes-là, il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Il y a évidemment beaucoup de choses qui se décident au début, mais toujours avoir en tête l'importance de ces trois étapes, la préparation, la conception, la diffusion,
et l'analyse des réponses. J'ajouterais l'importance de ne pas être seul. Malheureusement, souvent, dans les plus petites entreprises ou organisations, on confie ça aux chargés marketing, parfois même aux stagiaires, et qui se retrouvent quand même très très seuls. Ce que je trouve dommage. C'est déjà mieux de le faire en comité. Hein, d'être deux, trois, on est toujours plus intelligent à plusieurs. Et au pire, si vraiment vous êtes seul à devoir concevoir le questionnaire, bah, faites-vous aider par un collègue qui a une vision neutre et qui est à quoi vous dire tiens, mais je comprends pas bien. Et puis évidemment, tester. Hein, on n'est pas entré dans le détail de tout. Il est clair qu'on ne lance pas un questionnaire sans l'avoir testé avant, contrairement à ce que j'ai fait tout à l'heure. Et donc, on doit se préparer à ça. Et puis, il y a un sujet aussi important, et je terminerai par ça, ça me tient à cœur vraiment, et j'espère qu'il n'y en aura pas eu dans cette présentation. Rien de pire qu'un questionnaire truffé de fautes d'orthographe et de grammaire, et j'en vois énormément sur LinkedIn, des gens qui lancent des sondages via Google, etc., ou via Limeon ou d'autres outils encore, ou MySurvey, etc. Et moi, je dois avouer qu'en tant que répondant, quand à la troisième question, il y a déjà 10 fautes d'orthographe, j'ai beaucoup de mal à répondre. Donc, je suis probablement pas majoritaire. Il y a plein de gens qui sont plus indulgents que moi pour sur ce sujet. Mais voilà, ça ne coûte rien de se faire relire par. Il y a toujours quelqu'un dans la boîte, ou un oncle, ou un cousin, ou le directeur commercial, ou autre, qui est peut-être un peu meilleur que les autres. Peut-être mauvais exemple, directeur commercial, mais qui est en tout cas meilleur que les autres en orthographe, en grammaire. Donc, profitez-en. Voilà, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et avant de répondre aux questions, donc une fois de plus, vous pouvez me contacter pour recevoir le PDF. Vous pouvez aussi le faire sur info@altamedia, évidemment. Nous avons également la newsletter, donc n'hésitez pas à vous inscrire, hein, puisque j'ai dit que Jennifer Montiton s'occupait de toute la partie enquête, mais c'est aussi elle qui gère tout le contenu et notamment les newsletters pour vous délivrer des articles tous les mois. Et puis, les prochains webinaires, vous pouvez vous inscrire, y compris et surtout même, je dirais, si vous êtes indisponible à ces jours et ces heures-là, puisque c'est le fait de s'inscrire qui vous donnera accès au replay. Voilà, j'avais le terme qui ne revenait pas. Je vais revenir avec vous pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, je vais voir directement. Alors, comment éviter les biais dans l'échantillon des répondants? Alors, première réponse qui va peut-être pas satisfaire Emmanuel, mais déjà, on a de plus en plus d'enquêtes qui sont faites sans échantillon. C'est un peu bizarre, parce que moi j'étais le premier il y a 40 ans, un peu moins, il y a 35 ans, allez, à apprendre lorsqu'on fait une enquête la fameuse formule de l'échantillon. Pareil, hein, pour celles et ceux qui souhaitent avoir cette formule, je l'ai à disposition, je ne vais pas vous la publier ici, elle est affreuse. Oui, c'était important lorsque je faisais des sondages, par exemple, pour les magazines, où là on veut avoir une représentativité parfaite. Donc pour éviter les biais dans l'échantillon, ben, vous avez vraiment le calcul de l'échantillon par rapport à l'univers. Hein. Et là, vous avez une formule à appliquer. Et alors c'est vrai que la problématique qu'on a en Suisse, c'est que l'échantillon est tout aussi gros que si on faisait une enquête en France. Et si vous faites une enquête politique, vous avez besoin toujours d'un minimum de 1000 personnes au moins, comme en France. Plus étonnant, je dirais, pour répondre complètement à Emmanuel, pour éviter les biais dans l'échantillon, j'ai déjà vu des choses énormes se produire. Par exemple, des gens faire des enquêtes sur la mobilité à la sortie d'une gare, en face à face. Là, ça me pose vraiment des soucis. Et attention à toujours bien indiquer, lorsque vous devez publier, par exemple, vos résultats, quelle est la méthode qui a été utilisée. Parce que là, évidemment qu'il est facile, en faisant une enquête mobilité en sortant d'une gare, que vous trouvez beaucoup de gens favorables au transport en commun et au vélo et beaucoup d'anti-voitures. Voilà, donc ça, c'est... Et Emmanuel, si vous avez envie ou besoin d'avoir la formule, hein, si je peux vous éviter de la chercher sur Google, je vous l'envoie volontiers, avec grand plaisir. Mais les biais, ils ne sont pas que dans l'échantillon, hein, ils sont aussi justement dans le mode de diffusion, le canal utilisé. Parce que pareil, hein, moi je veux bien que ça coûte beaucoup moins cher de le faire par email ou par réseaux sociaux, mais quand quelqu'un, alors ça c'est une mise en abîme, on appelle ça une mise en abîme en rhétorique, quand quelqu'un fait une étude sur l'utilisation des réseaux sociaux sur LinkedIn, ben évidemment qu'il ne s'adresse pas aux gens qui n'utilisent pas LinkedIn. Donc, il faudra bien dans les résultats qu'on dise, pour les gens qui utilisent LinkedIn, voilà les résultats qu'on obtient, mais pas chez l'ensemble des Suisses ou l'ensemble des jeunes bois. J'espère avoir répondu, Emmanuel, à votre question, une fois de plus, à dispo pour ça. Et toujours Emmanuel, allez-y les autres, hein, il n'y a vraiment pas de honte ou autre. Je ne citerai pas votre nom si vous trouvez que la question, mettez-moi, ne citez pas mon nom. Comment s'assurer de la neutralité de formulation des questions? Alors là, c'est
c'est surtout en fait du rédactionnel, hein. C'est-à-dire, est-ce que vous avez ce qu'on appelle des mots à connotation négative ou pas, ou positive hein, d'ailleurs, et est-ce qu'on a des mots chargés? On appelle ça des mots chargés, positivement ou négativement. Donc on est en plein dans ce qu'on appelle le paraverbal. Autrement dit, est-ce qu'il y a des mots comme est-ce que vous trouvez super, est-ce que vous trouvez joli, est-ce que vous n'aimeriez pas plus, voilà. Est-ce que vous préférez? Alors après, on peut aller assez loin pour rendre les questions complètement neutres, et c'est parfois très difficile, hein. Je ne vous cache pas que trouver des fois la neutralité, comme on dit, d'une formulation n'est pas toujours évidente. Ce qui est certain, c'est qu'il faut éviter ce que je viens de faire, c'est-à-dire les formules genre interro-négatives, qui sont d'ailleurs interdites dans les examens officiels en Suisse, normalement. Certains me disent des fois qu'on vote des référendums et des initiatives comme ça, mais une interro-négative, c'est « ne pensez-vous pas que nous ne devrions pas faire ça ?» Et là, les gens sont perdus. Ils savent plus s'ils doivent répondre oui à oui, non à non. Ne pensez-vous pas que nous devrions pas fermer avant 19h? Là, je vous laisse réfléchir à cette question, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué que à quelle heure souhaitez-vous voir votre magasin fermé le jeudi, par exemple. Je dis ça à tout hasard. Voilà. Je regarde encore si des questions se sont perdues peut-être sur le chat. Visiblement pas. J'espère avoir répondu en tout cas à vos questions. Évidemment, dans le temps limité, ici on était vraiment sur les 3 étapes clés. Il est tout à fait possible, et selon vos demandes aussi, qu'on organise des webinaires peut-être sur un sujet beaucoup plus précis, par exemple de conception du questionnaire, ou sur d'autres sujets, toujours en rapport avec les enquêtes, puisque on va comme ça aller de plus en plus dans le détail, hein, on va dire, de tous ces éléments-là. Je vous rappelle une nouvelle fois les prochains webinaires. Mardi prochain, donc le 26 normalement, maintenant j'ai plus les dates sous les yeux, donc je peux plus trop faire le malin, qui sera consacré à la vente. Alors attention, pas la vente pitbull, mais la vente orientée client. Autrement dit, vendre mieux pour vendre plus. Et là, on aura 3 grands thèmes qui seront mieux se connaître, mieux connaître ses clients et développer une stratégie client. Ça ira un tout petit peu plus loin dans la stratégie quand même que ce qu'on peut voir actuellement. On en parlait tout à l'heure avec l'équipe. Je suis sur les réseaux sociaux submergé par les gens qui nous promettent de gagner 10 000 euros ou 10 000 francs suisses en un jour, ou en travaillant 4 heures par semaine ou 33 minutes par jour. Je n'en peux plus. Donc je vous rassure, ce ne sera pas sur ce thème-là. Ce sera un peu plus posé, on va dire, et surtout basé sur les expériences qu'on a avec nos clients ou évidemment avec nous-mêmes. Et on abordera plus qu'aujourd'hui peut-être la spécificité de cette période un peu spéciale de l'après-Covid, où il va falloir effectivement être un tout petit peu plus différent, se différencier et être présent surtout pour pouvoir répondre aux attentes des clients et des prospects. Et puis le dernier webinaire, donc là une fois plus peut-être un peu plus si vous vous intéressez à la qualité de la relation client et des services clients notamment au sein de vos entreprises ou de vos organisations, qui aura lieu le mardi 2 juin à 11h et qui sera sur le thème de peut-on vraiment mesurer la qualité délivrée par son service client, où là aussi on s'intéressera à la fois à la qualité du discours, mais aussi à tous les éléments à prendre en compte en termes d'organisation, de planification et d'outils. Je vois qu'on arrive gentiment au bout des 45 minutes. Est-ce qu'il y a encore une toute dernière question à laquelle je peux répondre? Sentez-vous à l'aise, y compris si c'est une question très opérationnelle hein, pour votre prochaine enquête, votre prochain sondage. Je vois que tout est clair, visiblement. Donc, j'espère que ce n'est pas par manque d'intérêt, hein, mais que vraiment tout est clair chez vous. Donc, il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Merci d'avance merci encore plutôt d'avoir suivi ce premier webinaire. Donc, pour nous, grande nouvelle. On va aussi regarder tout ça, débriefer. Je suis preneur de vos feedbacks, que ce soit en direct sur les réseaux sociaux ou par email. Que ce soit pour me féliciter, parce qu'on aime bien toujours ça, mais aussi évidemment pour s'améliorer. On sera aussi preneur. Donc, il me reste à vous souhaiter une belle semaine, et puis rendez-vous pour les prochains webinaires. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère que ça a aussi été votre cas. À bientôt, et bonne journée. Au revoir.